faire suer un peu cette mentalité que j'ai, cet amour pour le rugby, pour le club, pour les gens qui sont dans les tribunes. Bon, pour moi, c'est à côté de chez moi, et c'est ça aussi qui est encore plus beau dans l'histoire, c'est que je m'identifie. Je suis pas béarnais, mais comme je dis souvent, je suis landais de cœur, mais béarnais d'adoption. Vous reconnaissez cette voix ? C'est celle d'un joueur qui vit son rêve éveillé depuis plusieurs années. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Landais AOC comme il aime à se qualifier, mon invité commence le rugby avec ses copains d'enfance dans son village de Mugron. Passé par le pôle espoir de Bayonne et le pôle France à Marcoussis, c'est avec le club de l'US Dax, alors en Pro D2, qu'il découvre le rugby professionnel. Rapidement remarqué, il s'engage par la suite en top 14 avec la section paloise dont il devient le capitaine à seulement 23 ans. Plutôt discret en dépit des apparences, c'est sur le terrain et par l'exemple qu'il exerce au mieux son rôle de leader. Cela ne fait maintenant plus grand mystère, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Quentin Lespio. Authentique et fier de ses origines, il revient entre autres sur son enfance, son départ de la maison à 15 ans et sur les épreuves qui l'ont forgé. C'était super sympa de passer ce moment avec Quentin, il a vraiment la tête sur les épaules et est très lucide sur son environnement malgré sa passion débordante. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment La Cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation. C'est bon, là ça enregistre. Allez, Ça va ? dis plus de conneries. Allez, on attaque. Salut Quentin. Salut, Ça va ? ça va, impeccable. Ouais, super. Bon, aujourd'hui on est chez toi à Pau, dans ta toute nouvelle maison. Ouais, c'est ça. Et avec ce petit confinement, ça a aidé à faire un peu de frais avec les murs et l'extérieur, et voilà, pas tarder à s'installer définitivement. Bon, là t'as pas d'excuses si t'arrives en retard à l'entraînement. Hein. Non, 2 minutes, donc en voiture du centre d'entraînement et 1 minute du stade du Hameau, donc on va pas être à plaindre. Ah, là t'es vraiment nickel ici. Tout le monde connaît Quentin, le talonneur de la section, capitaine de la section, le serial marqueur aussi, parce que tu mets quand même beaucoup d'essais pour un talonneur. Et moi j'ai une petite question que je pose à tous mes invités, c'est de quoi rêvais-tu quand tu étais petit ? De quoi je rêvais, c'est assez simple. Enfin, on va parler rugby, hein, parce que c'est vrai que le rugby, ça rythme ma vie depuis que j'ai 5 ans. J'y suis arrivé grâce à mon oncle que j'ai perdu dernièrement en novembre. Donc c'est vrai que ça m'y fait toujours repenser, et sans lui, j'en serais pas là aujourd'hui. Et à quoi je rêvais à l'époque, il y avait un monsieur qui s'appelait Imanol Rinordoki qui en a fait rêver un paquet, et c'est vrai que moi, mon rêve quand j'étais petit, c'était dans le jardin de reproduire les mêmes faits et gestes que lui, d'avoir le numéro 8 dans le dos, et d'essayer de marquer le plus d'essais possible par match. Donc voilà, et ensuite le rêve, est devenu un peu réalité. Voilà, une fois les premiers matchs professionnels commencés, et voilà, depuis il s'arrête pas, quoi. Je suis en plein dedans, et j'espère qu'il va se continuer le plus longtemps possible. Je te le souhaite, il n'y a pas de raison que ce soit l'inverse. T'étais quel genre de gamin ? Franchement, le genre de gamin pas chiant, dans le sens où j'ai eu une éducation très, très normale, basée sur le respect, la confiance, un peu à la dure peut-être du côté paternel qui m'a inculqué le sens du travail, de pas se plaindre, voilà, de travailler acharnément comme lui l'a fait, comme mes grands-parents l'ont fait. Et j'avais un groupe d'amis qui sont toujours mes meilleurs amis d'enfance à Mugron.
avec lesquels c'est vrai que moi seul je n'allais pas faire de conneries, mais dès qu'on était tous ensemble, on en a fait quelques-unes, donc ouais, le petit garçon qui passe bien partout, qui est, surtout, j'insiste, c'est vrai que sur ça, le respect, j'ai toujours été poli, j'ai toujours, je voulais pas me faire remarquer, je voulais pas faire de vagues et comment dire, et simplement kiffer tous les moments que je pouvais avoir, quoi. D'accord, bon, un petit tout à fait normal qui a grandi à la campagne, quoi. Ouais, voilà, et à la campagne, en famille, j'ai la chance, moi, d'avoir toute ma famille dans un rayon de 30 km. Donc, les repas de famille, c'est 20 minimum autour de la table. Plus souvent dans l'année, voilà, toutes les fêtes, tout le monde se retrouvait. Et voilà, et en plus de ça, à la campagne, donc on y respire bien, on y vit bien. Par les temps qui courent, la campagne, il y en a un paquet qui aimerait y être. donc on va pas s'en plaindre. Ouais. Non, j'ai eu une enfance plus qu'heureuse, même si mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Mais j'ai jamais ressenti de manque affectif ou de compensation d'un côté ou de l'autre. Mais je l'ai très bien vécu. J'en parle très simplement quand d'autres ont du mal à en parler ou l'ont mal vécu parce que les familles se sont déchirées. J'ai eu la chance d'avoir deux parents qui ont été assez intelligents pour pas comment dire, se faire la guerre et inculquer la meilleure éducation possible à leur enfant tout en faisant en sorte qu'ils s'épanouissent le mieux possible, quoi. Tu parlais il y a quelques minutes des Landes, de Mugron, là où tu as grandi. Tu as attaqué le rugby là-bas? Ouais, j'ai commencé à 5 ans là-bas avec en même temps que mes meilleurs potes d'enfance. On était une bande, enfin on est une bande de 4, donc je leur passe un petit coucou à Angèle, Romain et Loulou. Et voilà, ensuite on a quelques autres qui se sont rattachés au fil des années, mais c'est vrai que quand on a commencé l'école primaire, on était les 4 ensemble et on s'est suivi toute l'école de rugby. Donc voilà, de nos 5 ans à nos 15 ans. On s'est tous séparés à 15 ans, donc moi je suis parti à Dax. Angèle est partie à Pau, Romain à Mont-de-Marsan et Loulou est le seul qui est resté au Bercail. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est toujours aussi proches, même si c'est sûr qu'on se voit moins, c'est parce que chacun a suivi le cours de sa vie, a fait ses études, a fait ce qu'il avait à faire. Ça reste que c'est grâce à eux mais que je suis là aujourd'hui, parce que je serais peut-être pas tombé sur ces personnes-là petits, j'aurais peut-être pas eu envie de jouer au rugby. Mais ouais, après Mugron, c'est vrai que ça reste une attache aussi, dans le sens où j'ai 80% de ma famille qui est là-bas. J'aime dire que je suis Mugronais, que je suis né en Chalosse. Ça reste un territoire où on est un peu fier de ce qu'on est. Voilà, beaucoup d'agriculteurs, de paysans. Dans la famille, j'ai mes oncles, mon cousin, mes grands-parents qui étaient agriculteurs aussi, et voilà, ce rapport avec la terre, avec la liberté un peu de faire ce qu'on veut, même s'il faut bosser et que voilà, c'est un métier un peu ingrat parce que on est souvent vu comme des paysans, quoi. Mais c'est vrai que nous là-bas on en est fiers. Donc ouais, c'est vrai que Mugron ça reste ma petite bouffée d'air frais quand j'y rentre. Je suis tranquille là-bas, je me sens à la maison, quoi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu parles avec amour de ton coin. Tu as raconté il y a quelques minutes que tu étais parti à 15 ans de Mugron. Tu files où à ce moment-là? À ce moment-là, je quitte le collège de Mugron pour le lycée René Cassin, donc je rentre au Pôle Espoir à Bayonne. En même temps, donc, je signe à l'US Dax. Pourquoi ce choix-là? Parce que mon père habitait un petit village à côté de Dax.
J'aurais pu signer à Pau, j'aurais pu signer à Mont-de-Marsan, mais comme je te dis, je suis très attaché aux liens familiaux. Et partir à Pau, ça voulait dire jouer être la semaine à Bayonne, jouer le week-end à Pau, donc pas rentrer à la maison, pas voir la famille, être en internat toute la semaine, peut-être rentrer que pour les vacances. Et pour moi, c'était inconcevable un peu à cet âge-là. Mont-de-Marsan, ça voulait dire rentrer au Pôle Sport à Talence, donc une grande ville. Moi qui sortais de Meuron, j'avais pas trop envie de basculer sur quelque chose comme ça. Donc voilà, je suis parti à Bayonne où j'ai vécu 3 années plus qu'extraordinaires parce que ce sport-études là, dans une ville qui pue le rugby et dans laquelle j'ai adoré vivre pendant 3 ans, donc à Bayonne, avec l'entraîneur qui m'a vraiment plus qu'inspiré et qui a fait le joueur que je suis aujourd'hui. C'est vrai qu'il m'a un peu aiguillé. Bon, il m'a fait faire un choix drastique d'entrée. C'était, je jouais numéro 8 à l'époque. Et en rentrant, il m'a dit, bon Quentin, écoute, c'est simple, numéro 8 pour les sélections jeunes, ça passera pas, t'es trop petit. Donc voilà, dans les standards de l'élite du rugby français, tu pourras pas jouer numéro 8 si tu veux être sélectionné en équipe de France. Il dit par contre, je peux te proposer 2 choix, libre à toi de réfléchir, mais tu devras choisir entre jouer talonneur ou jouer centre. Ok. Et ça a pas mis longtemps à réfléchir. Je pense que dès qu'il m'a posé la question, jouer derrière, j'avais rarement joué et ça s'était pas super bien passé. Et c'est vrai que talonneur, c'était un poste d'avant qui amenait des responsabilités, une nouvelle technique, la technique du lancer que je n'avais jamais travaillé. Et pareil pour la petite histoire, quand on était dans les sélections land, j'ai un entraîneur qui m'avait dit moi je sais que tu joues, je jouais beaucoup au basket quand j'étais chez moi, je passais des heures sur le panier de basket et il m'avait dit ça serait bien que tu t'entraînes à lancer aussi sur le panier de basket parce qu'un jour tu pourrais jouer talonneur. Et j'ai regardé, j'ai rayonné, j'ai dit moi talonneur. J'ai dit jamais talonneur. Oh purée, le sorcier. Et voilà, et donc du coup, me retrouver à ce poste-là, et c'est vrai que je me suis régalé d'entrée. Bon, les premières années à Dax, c'est vrai que la première année en cadet à Dax, je faisais la première mi-temps talonneur, la deuxième mi-temps numéro 8. Mais c'est sûr que ça a été ça n'a pas été une transition facile parce que c'est vrai que l'art de la mêlée, il faut le comprendre. Il m'a fallu des années, j'ai pris un paquet de branlées, j'ai eu des réveils les dimanches matins très difficiles au niveau dorsal et cervical. J'en ai toujours un peu et je pense que je ferai pas un très joli vieux dans quelques années, mais c'est vrai que maintenant que j'arrive à appréhender un peu mieux la mêlée, c'est vrai que le poste en lui-même il est tellement complet et je m'y régale tellement que cette décision que j'ai prise là quand j'avais 15 ans, j'en suis plus qu'heureux, quoi. Ça m'étonne pas une seconde que tu dises que tu étais 8 avant, parce que dans tes attitudes de jeu, encore aujourd'hui, ça se ressent que tu as du toucher de balle, tu es vachement mobile et tu sais bien te positionner pour aller conclure quand il le faut, quoi. Mais ça, c'est pour le citer, hein, Monsieur Pérez, l'entraîneur du Pôle Sport de Bayonne, qui l'est toujours. C'est vrai que quand on a 15-16 ans, à l'époque, c'était un peu le culte c'était en plein pendant le rugby destructeur, vraiment, où les mecs se rentraient dans la gueule, les mecs étaient épais canapé, comme dit l'expression. Quand t'allais à l'entraînement, les premiers trucs qu'on te disait, c'était putain, il faut que tu lui mettes un cul, il faut que tu ici, il faut que tu ça. Et Monsieur Pérez, justement, il m'a tellement aiguillé sur les qualités que j'avais, un peu d'explosivité, de travail d'appui. Et ouais, il me disait, mais si tu as une porte et un mur, tu vas prendre quoi ? Tu vas prendre la porte, tu vas pas rentrer dans le mur. Bon, mais au rugby, c'est pareil. Voilà, tu as une porte, tu as un mur, tu prends la porte. Ce jeu d'espace, ce jeu de passe,
Voilà, c'est ce qui me, je veux dire clairement, c'est ce qui me fait bander et j'espère que je continuerai dans ce sens-là jusqu'à la fin de ma carrière. Bien sûr, il n'y a pas de raison. On sent en tout cas que ce monsieur Pérez t'a beaucoup marqué, beaucoup inspiré. Tu passes combien de temps à Dax? 3-4 saisons? Je passe 5 saisons à Dax, donc mes 3 saisons donc, au lycée où j'ai joué en cadet. Bon, quand j'étais à Dax, j'ai connu ma première grosse blessure. Je me suis pété les croisés donc, sur le premier entraînement de reprise de la saison, donc en cadet deuxième année. Ah ouais, t'as 16 ans à ce moment-là? J'ai 16 ans, voilà, je venais de faire mes premières sélections en équipe de France moins de 16 ans. Mais je passe un super été, comme tout Landais, castrage de maïs, fête de village avec les copains qu'on n'a pas vu de toute l'année parce que c'est la première fois qu'on est séparés et qu'on se retrouve pour passer l'été ensemble. Ah, il faut fêter ça. Hein. Et ouais, on fête ça et peut-être un peu trop parce que j'ai passé une année quand même difficile. Du point de vue physique, je me retrouve de 2 entraînements par semaine à m'entraîner tous les jours, à inclure un peu de muscu parce que le pôle espoir de rugby à Bayonne, c'était pas anti-muscu, mais le moins de muscu possible ou de la muscu fonctionnelle qui permettait de pas devenir des Golgoth, mais de rester quand même des joueurs de rugby mobiles et intelligents qui pouvaient se développer quand même musculairement parlant. Donc voilà, je fais saison blanche de mes 16 à mes 17 ans. Et saison blanche qui m'a aidé, quoi, dans le sens où j'ai pu perfectionner mon lancer. Pendant une année, j'ai fait que ça. Dès que j'ai pu remarcher ou au moins m'asseoir sur quelque chose, je lançais. J'ai passé des heures assis sur une chaise à lancer dans les mains d'un mec, des heures assis sur un Swiss ball à lancer dans les mains d'un mec. Et mine de rien, ça n'a pas été du temps perdu. J'ai pu aussi me développer un peu au haut du corps et surtout rééquilibrer mes 2 jambes dans le sens où si je m'étais pété, bon, c'est sûr qu'il y avait une accumulation de fatigue, sûrement un peu trop de bringue l'été et pas assez de sommeil. Et voilà, mais mine de rien, ça m'a fait grandir parce que ça m'a appris que le rugby c'est bien, mais quand on se blesse, faut savoir prendre du recul un peu. Et ensuite, j'ai fait les 2 années, donc moins de 19 et moins de 20 ans. Je suis rentré au Pôle France, donc à Marcoussis pour l'année de moins de 19 ans, où là, je faisais du lundi au jeudi à Marcoussis. Je rentrais le jeudi soir à 22h30 à Biarritz, donc vers 23h30 à Dax. Aller en cours le vendredi, donc j'étais en BTS au lycée de Borda à Dax. Très difficile parce que toute la semaine s'entraîner vraiment on s'entraînait pour être des joueurs de rugby professionnels, quoi, à Marcoussis, et c'est vrai que le peu de temps de récup qu'on avait, j'aimais pas le passer dans les bouquins à réviser, j'arrivais en cours le vendredi, la prof arrivait, elle me balançait un paquet de pages qui faisait 3 kilos. Elle me disait, voilà, ça c'est les cours de cette semaine. On a contrôle là, on a ci, ça. Enfin bon, j'ai voulu passer mon BTS tant bien que mal, donc là, en 2e année. Moyenne au BTS 6,75, donc autant te dire que je l'ai pas eu. Là, même à la repêche, ça passe moyen. Ouais, mais bon. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. J'aurais pu faire plus d'efforts, mais c'est la première saison où vraiment je commençais à sentir que je pouvais faire mon trou, et c'était à Pro D2 à l'époque avec Dax. Et quand on me blessé au poste de talonneur, je me retrouve à jouer mon premier match à Tarbes, donc en Pro D2. Et puis là, je crois que j'en enchaîne 10 matchs, donc envie de faire que des efforts parce que j'étais en fin de contrat, donc avec Dax, de faire des efforts pour performer, pour être vu. On vient jouer au Hameau, l'année où Pau est champion de France.
Et on fait un match plus qu'honorable. Je crois qu'on perd de 7 points. Voilà. C'est l'année où le bonus défensif passe de 7 à 5 points. Purée, d'accord. Et je crois qu'on perd 3 matchs dans les 5 premiers matchs. On perd de 7 points. donc voilà. Et donc ce match-là, il se passe plus que bien. Pour moi, je marque pas mon premier essai. Je marque mon deuxième essai de la saison ici. Et c'est vrai que sur le peu de temps de jeu que je fais un très bon match. Et le lundi qui suit, j'ai Fred Gracianet, donc le directeur du centre de formation de Pau, qui m'appelle, qui me dit voilà, écoute, j'aimerais que tu viennes visiter les installations, on aimerait te faire une proposition de contrat pour la saison prochaine. Mais de toute façon, mon choix a été fait. Voilà, à partir du moment où j'ai visité les installations, j'avais qu'une chose en tête, c'était de découvrir quelque chose d'autre. Mais par chance, Pau est monté en top 14. Avec tout ce qui va avec, donc ça voulait dire que moi dans ma tête, c'est vrai que c'était de faire des gros matchs en espoir, de connaître le championnat espoir au plus haut niveau, et surtout de peut-être grignoter une ou deux feuilles de match en challenge européen, voilà, parce que je savais que Pau n'allait pas jouer le challenge européen à 100%. Et que c'était pour moi l'occasion peut-être de passer un niveau au-dessus, quoi. Donc quand tu arrives à la section, la première saison, tu es stagiaire au centre de formation ? Ouais, je suis sous contrat espoir. Donc je signe un contrat de 2 ans. Voilà, mais ça se passe. J'arrive, je connaissais déjà un peu certains mecs mais avec qui je joue encore maintenant, qui étaient avec moi au Pôle Espoir à Bayonne. Donc il y a Thibaut Domagna, Bastien Pourailly, Lucas Rey, Romain Buros qui maintenant est à l'UBB, que j'en oublie pas. Je crois qu'on est complet quasiment. Antoine Astoy. Tiens, si j'oublie, j'allais me faire engueuler. Et ouais, donc j'arrive pas en terrain inconnu, je suis pas à l'autre bout de la France. Et c'est vrai que de suite, j'arrive à m'intégrer vraiment bien. Bon, déjà, avec le cercle espoir, parce que je suis pas quelqu'un d'un tempérament à m'imposer, à arriver à ouvrir ma gueule. Voilà, je suis plus dans le sens observateur, essayer de voir voilà, avec qui l'affinité peut se faire, et surtout pas forcer les choses, parce que je le remarque maintenant, mais il y a certains jeunes qui arrivent et voilà, qui veulent tellement vite se fondre dans la masse qu'en fait ils se perdent complet un peu. Ils sont dans la recherche permanente de se faire remarquer, en bien ou en mal, mais voilà, moi c'est vrai que c'était vraiment pas dans mon optique. Mais j'ai le souvenir d'arriver, ma première arrivée au centre d'entraînement. J'arrive dans les couloirs et là, les couloirs ils étaient pas très larges. Enfin, des portes battantes qui s'ouvrent devant moi, et là Julien Pierre qui passe, et c'est vrai que voilà, c'est un mec que je regarde à la télé, que je badais. J'en étais un peu la boule au ventre, et c'est vrai que je pense que aussi c'est ça qui me caractérise bien et qui a fait que l'intégration s'est vraiment bien passée aussi avec les plus anciens, parce que j'ai jamais cherché à m'imposer. J'ai essayé de tout faire par le travail. Petite désillusion en arrivant quand même, c'est que je pensais m'entraîner avec l'équipe professionnelle d'entrée, et en fait non, pas du tout. Je me suis retrouvé avec le centre de formation, et ça a pris quelques semaines, voire quelques mois. Mais après, une fois rentré dans le groupe professionnel, ça a été très vite aussi dans l'autre sens. De tête, je crois que j'ai fait 10 jours d'entraînement avec les pros, et je me suis retrouvé propulsé à faire mon premier match en top 14, donc c'était à Oyonnax. Et voilà, et ensuite j'ai enchaîné 10 matchs, et top 14 et challenge européen réunis. Et je crois que sur la saison, je fais un peu moins d'une vingtaine de matchs. Et voilà, ensuite, ce qui s'est enchaîné,
Me retrouver la saison d'après à faire une prépa physique avec les pros. Et puis la différence de rentrer dans l'effectif en faisant tes preuves aussi. Et c'est vrai que la prépa physique, mine de rien, dans le rugby, elle est hyper importante parce que ça permet aussi de voir mentalement un peu ce que les mecs ont dans le bide. Et moi, justement, c'est vrai que j'étais le petit jeune, j'avais fait quelques matchs. Et dans ma tête, c'était il faut que je sois meilleur que tous les vieux, il faut que je sois meilleur que tous les talonneurs, il faut que je finisse, fallait que je sois le premier, ou du moins si j'étais pas le premier, il fallait que je sois dans les premiers partout. J'ai bossé et je bosse encore parce qu'au fond de moi si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai jamais triché. Je peux me regarder dans une glace et me dire que j'ai rien volé de là où j'en suis aujourd'hui, mais que je suis conscient que tout peut s'arrêter demain si je me repose sur mes acquis et que je me prends pour un autre qui va commencer à arriver, à gérer ses entraînements, à gérer ses muscles. Et ça, j'ai vraiment pas envie de donner cette image-là de moi par devoir de respect vis-à-vis des autres mecs qui n'ont pas la chance d'être à ma place et qui vendraient leurs parents pour être rugbyman professionnel. Et parce que c'est un rêve qu'ils atteindront peut-être jamais. Et moi, j'ai eu la chance de faire partie du peu de sélectionnés qui sont aujourd'hui professionnels, qui peuvent vivre de leur passion. Et me reposer sur mes lauriers et me la couler douce, c'est pas du tout dans l'éducation que mes parents et que toute ma famille m'a faite, quoi. Donc, ouais, on sent que tu as vraiment les pieds sur terre, et c'est peut-être ça aussi qui a fait que tu t'es fondu dans le groupe assez rapidement, tant et si bien que au bout de 3 saisons, tu te retrouves capitaine à la section. 4 saisons. Mais au bout de la 3e, c'est vrai que j'avais fait un paquet. Sur mes 2 premières saisons, j'avais fait beaucoup de matchs, notamment la seconde et la 3e. Et en début de 3e, j'ai Simon Mannix à l'époque qui me fait venir dans son bureau. On allait faire le premier match amical, je crois, contre Clermont. Et il me dit écoute, Quentin, j'aimerais que tu sois capitaine de l'équipe. Pour contextualiser la chose, à l'époque, j'avais 23 ans, peut-être 40 matchs, 50 matchs max dans les jambes. Je jouais avec des mecs comme Julien Pierre, Thomas Domingo qui venait de signer, Stéphane Hermitage, wow. Conrad Smith. Ouais. Et je le regarde, je lui dis écoute Simon, je me sens pas légitime, même si j'apprécie vraiment le fait que tu penses à moi, je me sens pas légitime du tout d'être le capitaine de l'équipe. J'ai encore tellement de choses à apprendre, j'ai encore beaucoup et je le pense encore, que je suis bien loin d'avoir la science infuse humainement et rugbystiquement parlant. Et c'est vrai que du coup j'ai refusé le capitanat et j'en suis bien content parce que cette année-là on a Julien Pierre comme capitaine. Faut savoir que Julien Pierre quand même c'est un mec qui m'a beaucoup inspiré de mes années à la section et il avait beaucoup plus les épaules que moi pour gérer ça et il a fait d'une main de maître avec le support de tous les autres mecs. T'avais Julien Fumat aussi qui avait son mot à dire et ça faisait une alchimie super, à tel point qu'on fait la meilleure saison de la section paloise depuis la remontée. Moi, la saison dernière, début de saison dernière, je me pète l'adducteur au premier match de la saison. Donc saison blanche jusqu'en janvier. Et il se passe que on fait ce fameux match à La Rochelle où on prend 80 pions, Simon éjecté, et là Nicolas Godinon, donc 2 semaines après on reçoit le Racing et me demande si je voudrais être capitaine pour la fin de saison.
Et c'est vrai que là, sur le moment, oui, pour la fin de saison, je me dis, oui, là, je me sens les épaules. En plus, je me suis rongé le frein pendant de septembre jusqu'en janvier. J'ai bouffé cardio, tout le bordel. Et puis, j'avais mal au ventre de voir l'équipe mal vivre mal sur le terrain, quoi, parce qu'on enchaînait les défaites, on était au bord de... si on perdait contre le Racing, on était mort. Et voilà, écoute, par chance, ce premier capitanat, il a été victorieux. On se maintient, on se sauve la saison aussi sur ce match-là. Donc voilà, c'était que du plaisir. Mais c'est vrai que moi, un capitaine, j'identifie à un leader par l'exemple, mais aussi quelqu'un qui, quand il parle, voilà, il te donne envie de déplacer les montagnes. Et je pense que ça viendra au fur et à mesure du temps. Mais pour l'instant, par l'exemple, oui, je pense que je suis légitime. Mais c'est vrai qu'il faut que je prouve encore plus sur le terrain, dans la vie de tous les jours, dans la vie de groupe, que les mecs peuvent s'appuyer sur moi. Et voilà, je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup. Je vais me ranger de l'intérieur j'ai tellement de trucs à dire des fois, mais je me range de l'intérieur parce que je me dis, mais franchement, ta gueule, ça sert à quoi que tu dises ça là, tu vois. Les seuls moments où j'extériorise, c'est quand je suis sur le terrain, quand je joue. Les mecs se foutent de ma gueule beaucoup parce que sur mon match de reprise, après les adducteurs, contre Bordeaux, c'était début du match, et on a une pénale touche dans les 5 mètres, et là je me dis putain, c'est le moment, là tu vois, là tu lances bien le ballon, tu récupères le ballon au fond du môle, et putain, tu vas aplatir le ballon, là tu vas comme ça, tu vois, putain, ça va faire fermer la gueule à tout le monde là, que Pau est pas bien, tout ça. Et si tu veux, tellement d'émotions, tellement de joie de retrouver le terrain, de retrouver cette sensation-là de stade plein, de t'arrives à 5 mètres de la ligne, putain, t'as le ballon dans les mains, et tu sais que quand t'es talonneur, que t'es à 5 mètres de la ligne, que t'as un môle porté préparé. Ça sent bon, ouais. Et là, j'arrive, je sais pas qu'est-ce qui se touche dans la tête, et je regarde le public, et je gueule, je sais même plus ce que je gueule, mais en levant les bras, ouais. en lui faisant se réveiller. Et là, je me je me dis, mais t'es con, putain, tu vas ramasser. Et en fait, ça se fait. J'arrive à la touche. Mais bien sûr, la touche, je la loupe. Oh, purée. Bordeaux dégage. On a un ballon dans les 22 mètres. Et là, je me suis dit, t'es un gros connard si tu lèves pas les bras et si t'arranges pas la foule. Du coup, qu'est-ce que je fais dans les 22 mètres? J'arrange la foule. Là, je me dis, là, tu vas vraiment te faire insulter. Ah, là, c'est sûr. Et en plus, si tu loupes le lancer, bon, le lancer est pris. Et je veux pas dire de conneries, mais je crois qu'on fait un môle de 20 mètres et on va marquer. Et donc, je marque. Et là, je me dis, mais putain, t'es là, enfin, là, ça fait... et c'est vrai que du coup, je me suis fait chambrer. Et en fait, ça m'arrive de le refaire. Mais mine de rien, c'est inconscient parce que je suis poussé à faire ça. J'intériorisais tellement dans la vie de tous les jours que le seul moment où, je vis intensément les choses, et je sais que je revivrai pas des choses comme ça une fois le rugby terminé, mais putain, j'ai tellement une montée de sentiments, et ça se mélange entre les frissons, le cœur qui bat, il y a tout, quoi. Et c'est vrai que quand tu sens la foule derrière toi et que en fait c'est toi qui les réveille, tu te dis putain, mais franchement, ce que tu es en train de vivre, c'est énorme. C'est pas quand tu auras fini le rugby, ça, tu vas pas aller te foutre au cinéma sur la scène juste avant que le film commence et faire allez, c'est clair. Non, ça marchera pas. Donc du coup, écoute, je kiffe mon truc, et c'est vrai que je prends pas mal de pièces par rapport à ça, mais c'est les choses les plus intenses, voilà. C'est vrai que même quand t'es capitaine, que t'as la chance de pouvoir sortir premier du couloir et de voir le stade plein, j'en parle rarement aux autres, justement parce que je suis pas quelqu'un qui s'étale trop sur l'émotion, et c'est vrai que j'ai tendance à l'intérioriser peut-être trop,
Mais je me dis, mais t'es le seul con à qui ça fait les frissons, à qui presque t'as les larmes aux yeux quand tu rentres sur le terrain, parce qu'en fait, ça représente tellement pour moi de sacrifices depuis le plus jeune âge, enfin, surtout dans les années, à partir du moment où je suis rentré au pôle à Bayonne, voilà, où tu te dis, voilà, si je veux être rugbyman professionnel, c'est vrai que moi, ça a été, je me suis mis strictement dans focus rugby, voilà, j'essaie de faire la fête le moins possible, je fais gaffe, l'alimentation, voilà, tout ça. Et en fait, quand tu sens que tu es arrivé un peu à faire ce que tu voulais faire et que tu prends que du plaisir à être sur le terrain et à avoir toutes ces sensations qui sont décuplées parce que c'est toujours ce que tu as voulu faire qui est là maintenant, que tu vis à l'instant présent, mais c'est énorme, quoi. Et voilà, donc c'est vrai que le rôle de capitaine, il a été... Je l'ai bien vécu parce que c'est une expérience humaine plus qu'enrichissante, et j'espère que j'en aurai d'autres. Mais il y a aussi les côtés négatifs, voilà, vu que j'aime le club, que j'aime la région, j'aime la ville de Pau, j'aime le public, je me reconnais dans les personnes qui vont au stade. Et voilà, pour moi, ça représente tellement de choses que peut-être que je me suis mis trop de pression, voilà, de restrictions, dans le sens où je me disais putain, allez, reste focus, enfin, je me suis pas lâché, et voilà, et peut-être c'est ce qui m'a manqué sur cette saison, voilà, de me lâcher et d'être le Quentin Lespio totalement libéré sur un terrain qui kiffe le moment présent, quoi. Et c'est énorme. J'ai l'impression que tu anticipes quasiment toutes les questions que je vais te poser. On voit que tu es ultra passionné dans ce que tu racontes. Hein. C'est génial. Après, pour peut-être que aussi ce qui peut expliquer le fait que tu aies pris ton capitanat à cœur comme ça et que tu te sois mis dans un état pareil cette année, ça peut être le fait que tu es encore jeune. Parce que malgré tout, il ne faut pas oublier que tu as 24, 25 ans. Ouais, j'ai fait 25 ans en février, ouais. Ouais, tu viens de faire 25 ans en top 14. Je pense qu'il y a en gros que Julien Marchand et toi qui êtes dans cette génération-là à être capitaine. Ouais, c'est vrai que j'ai pas fait de comparatif, mais ouais, après, c'est sûr que j'espère qu'au fil des années, du moins de cette année, de la saison prochaine et de celle d'après, où je suis encore sous contrat avec Pau, je pourrais faire suer un peu cette mentalité que j'ai, cet amour pour le rugby, pour le club, pour les gens qui sont dans les tribunes, pour moi c'est à côté de chez moi, et c'est ça aussi qui est encore plus beau dans l'histoire, c'est que je m'identifie, je suis pas béarnais, mais comme je dis souvent, je suis landais de cœur, mais béarnais d'adoption, donc du coup c'est vrai que si on me redonne le rôle de capitaine, et qu'avec les expériences et l'âge qui avance, je saurais bien m'entourer de toutes les bonnes personnes au sein d'un groupe pour avoir un noyau dur et, tu vois, retrouver ce que j'ai pu connaître, comme je disais au début de l'interview, à Mugron, avec cette envie d'être tout le temps ensemble, quoi. Ce que tu dis là, je pense que, à propos de ton rôle de capitaine, je pense que tu sois en top 14 ou en 4e série, que tous les capitaines en fait ont ce but-là, ce but ultime de donner envie aux mecs d'à côté d'aller se tuer sur le terrain, et ils ont le même frisson quand ils rentrent sur la pelouse. C'est plus que le discours d'un capitaine de top 14 que tu as, c'est celui d'un amoureux du rugby, et ça, je trouve ça d'autant plus joli. Pour changer un petit peu de sujet, tu m'as vachement raconté ce que tu faisais sur le terrain. Qu'est-ce que tu aimes à côté du rugby ? À côté du rugby, c'est simple, hein. Passer du moment avec mes amis, en famille, voilà, rentrer à Mugron. Et après, je suis quand même quelqu'un d'assez casanier, donc pour moi, être bien chez soi, c'est primordial, quoi. On a un train de vie avec le rugby qui est quand même assez soutenu, et les moments de repos, c'est vrai que j'aime bien les passer au repos, justement. Ouais, t'en profites, hein. Voilà, après j'ai pas mal de centres d'intérêt, hein.
Le truc, c'est que derrière, il faut que j'arrive à trouver le temps de m'y mettre. Donc, je suis un amoureux de tous les sports. Tu me mets devant une télé avec n'importe quel sport, tu me mets dans un stade, dans une salle. J'adore ça, en fait, qu'il y ait un ballon, une balle, de l'athlétisme, enfin, tout, en fait. C'est vrai qu'à partir du moment où il y a compétition, j'adore ça. Et donc voilà, ensuite, si j'avais encore plus de temps, petit, je pêchais énormément. Ah ouais? Et ouais, parce qu'il y a l'Adour pas loin, qui passe à Mugron. Ah bah oui, donc on allait à l'Adour, il y a des lacs de pêche, tout ça. Et en arrivant à Pau, je m'étais mis à la pêche à la mouche. Et le truc, mais c'est que pour aller pêcher à la mouche, il fallait faire 30-40 minutes de voiture. Aller en haut pas loin des montagnes et bon, de le faire à la fin de journée d'entraînement, je l'ai fait 1 ou 2 fois, mais en fait après je suis pas un couche-tard, donc c'est vrai que arriver à 22h le soir, devoir te faire manger et après te coucher, je supportais pas. Donc c'est des trucs qu'une fois le rugby terminé, je m'adonnerais plus, quoi. T'allais pêcher avec des coéquipiers quand t'allais pêcher à la mouche un petit peu? Ouais, c'est ça. Mais j'avais Loïc Bernad et Geoffrey Moïse en professeur de pêche. Et pour te dire, je crois que la première sortie qu'on a fait tous les 3 ensemble, on était perdus dans la montagne. Je sais pas où c'est qui m'avait amené. Et j'étais pas équipé du tout, donc j'avais des baskets. Et donc pour se foutre à la mouche, il faut aller dans les courants un peu forts. Avec de l'eau jusqu'à la taille, et donc j'étais tout à fait j'étais plus haut que dans la rivière, et en fait donc j'avais des vieilles baskets, et là j'ai je lance ma canne, je lance la mouche, et là à un moment je veux bouger un pied et un énorme caillou glissant, je glisse, je me retrouve dans la flotte complète. Et heureusement qu'ils étaient là, parce que sinon je sais pas où c'est que je me retrouvais, parce qu'il y avait quand même un peu de courant. Et c'est Lolo, je crois, Lolo Bernat qui me chope d'une main, qui me retire trempé jusqu'à l'os. L'eau en plus elle était gelée, donc l'eau de montagne est gelée. Et voilà, après j'ai fait encore quelques sorties, mais j'ai quand même réussi à attraper 2 truites à la mouche. Ah, pas mal. Mais bon, c'était pas des grandes truites. Mais, ouais. Elles faisaient pas la maille, hein. Non. non. Et comme c'est pas des braconniers, on les a remises. Et donc voilà, donc c'est vrai que j'ai eu deux très bons entraîneurs, mais j'ai pas été aussi assidu que j'ai pu l'être pour autre chose. Bon, ça viendra peut-être plus tard. C'est ça. On ne sait jamais. Tu penses déjà à ta reconversion ou pas encore? Mais la reconversion, c'est vrai que les études, ça a été semé d'embûches à partir du moment où j'ai commencé à côtoyer les effectifs pro. J'ai eu la chance là, avec Proval et la Toulouse Business School d'être diplômé là, en septembre dernier, en passant en mémoire. Voilà, c'était un diplôme management de business unit. Et donc, on va dire que c'est qu'il a fallu que j'arrive à 25 ans et quelques matchs de top 14, mais pour arriver à concilier études et rugby. Vraiment on a eu de la chance, parce que voilà, c'était une classe que de rugbymen professionnels qui allait de top 14 à Fédéral 1. On avait même Romain Poite dans la promo. Donc voilà, j'ai eu ça. L'année d'avant, j'avais passé un diplôme d'anglais. C'est vrai que ça sert toujours, notamment dans le rugby professionnel de nos jours, où on côtoie pas mal d'étrangers, et voilà. Et puis surtout, même pour l'après-rugby, l'anglais c'est la langue la plus parlée au monde. Si reconversion il y a dans je ne sais quoi, je sais qu'il faudra que je parle anglais. Donc voilà, j'ai choisi de faire ça. Et ensuite, dans la reconversion à proprement parler, pour l'instant, la seule chose que je peux préparer, parce que j'ai tellement d'idées qui me passent dans la tête, de trucs qui pourraient me plaire. Le seul truc actuellement que je peux faire, c'est investir. Voilà, je vais pas m'en cacher, les rugbymen, on gagne bien mieux notre vie qu'un bon nombre de Français. Je gagne mieux ma vie que mes parents. Et dans mon éducation, ça a toujours été ça, de savoir mettre un peu d'argent de côté.
Et voilà, moi j'ai décidé je me suis bien entouré sur Pau avec des bons artisans, voilà, et j'ai commencé à mettre la main un peu à la pâte. Voilà, j'ai quelques investissements immobiliers. Ouais. Donc le dernier dans lequel tu es actuellement. Et voilà, pour préparer cette après-carrière du mieux que possible, en étant le plus conscient possible que ce que je gagne actuellement, je le gagnerai sûrement pas à la fin de ma carrière dans n'importe quel autre métier, à moins qu'il y ait des métiers qui je ne sais pas encore, sont faits pour moi et où je gagnerai très bien ma vie. Mais comme tu l'as dit, je pense avoir les pieds sur terre et savoir que ça durera pas éternellement, et que au lieu de balancer tout ça dans la bringue, dans les fringues, dans tout, je préfère tant que j'en ai les possibilités, mettre cet argent dans la pierre, et comment dire, et faire en sorte que le jour où j'arrêterai le rugby, je pourrais me dire tu vois, t'as pas balancé l'argent par les fenêtres, tu seras un peu plus tranquille peut-être pour ta retraite s'il y en a une. donc voilà. Et c'est vrai que qu'en fait c'est dur de tout. Je m'intéresse à tout me plaît, et voilà, donc pour faire un choix en ce moment, si tu me dis voilà, demain t'arrêtes ta carrière, qu'est-ce que tu fais? J'en sais rien. Ouais, bon, après t'as 25 ans, t'as encore encore le temps si tout va bien, voilà. Pourvu qu'elle dure. Et ce qu'on peut dire au moins, c'est que t'as quelque chose que t'as dû hériter de ta famille, c'est le bon sens paysan. T'es un vrai terrien pour le coup, et voilà, ce que tu gagnes, tu l'investis correctement dans la pierre, quoi. Et à défaut de savoir ce que tu vas faire après, au moins ça c'est de côté, quoi. Voilà, exactement. C'est pas perdu. Ça. Voilà, exactement, c'est toujours ça de prix. Tu côtoies d'anciens joueurs qui pour eux, la reconversion a été compliquée, je suppose. C'est peut-être ça aussi qui t'a donné à réfléchir. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure des années, quand même, les mecs se préparent de mieux en mieux à leur reconversion. De mémoire, que j'ai pu côtoyer du moins à Pau, j'ai pas d'anciens joueurs qui sont dans le dur. La plupart avaient commencé à préparer leur après-rugby, il y en avait qui géraient déjà le rugby et leur entreprise, qui avaient déjà, une idée en tête de monter une salle de muscu. Je pense à Lolo Bernat, parce qu'on y parlait tout à l'heure, qui a monté sa salle de CrossFit. Julien Pierre, tu vois, qui lui avait des restaurants sur Bourgoin, je crois que c'était avec Julien Bonner, avec les Bergenlais de l'époque. Donc je pense que maintenant, en fait, on est tellement nous les jeunes générations de rugbymen qui arrivent, on a tellement été informés de l'importance de l'après-carrière qu'on est de moins en moins à le prendre à la légère. Et je pense qu'on n'imagine pas du tout ce qui peut se passer, ou comment marchent les entreprises. Voilà, tellement nos journées sont rythmées. Aujourd'hui, tu t'entraînes de telle heure à telle heure, c'est tel maillot, c'est tel short, ta représentation demain pour tel partenaire. Voilà. Et c'est vrai qu'on est de mieux en mieux tous préparés, je pense, et de plus en plus conscients que nous, les joueurs de rugby, on devient un peu de la marchandise, entre guillemets, et que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter en recevant un recommandé à la maison. Je suis très proche de Mathieu Eugena, et c'est ce qu'il a vécu avec le Stade Français, quoi. Il a fait 10 ans c'était un des enfants du club, et un jour avant la reprise, lettre dans la boîte aux lettres, avec le chèque, et puis voilà, tu te retrouves au chômage du jour au lendemain. Donc voilà. Et je pense que c'est bien aussi... Même si je ne l'ai pas vécu, je l'ai vécu à travers lui, parce que du coup, il a signé à la section quelques mois après. Et voilà, on a pu en parler. Et c'est vrai que quand tu sens quand tu le vois chez les autres que tu connais pas, qui sont loin de toi, tu te poses pas la question. Mais une fois que ça se rapproche de toi, tu sais que voilà, si ça arrive à lui, ça peut très bien t'arriver à toi aussi. Tout à fait. Dans ta vie, perso ou rugbystique, est-ce que tu as eu des moments compliqués pour lesquels ton expérience sportive t'a servi, et inversement?
On va dire que la période lycée, enfin du moins lorsque j'étais au Pôle Espoir à Bayonne, ça a été bon, mais très dur parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu cette blessure au genou. Donc voilà, première grosse blessure, la peur que tout s'arrête, de plus pouvoir performer au plus haut niveau, que le wagon passe et qu'il t'oublie, quoi. Donc mine de rien, ça a forgé une bonne partie du caractère que je peux avoir. Donc voilà, on va dire que ces années lycée, voilà, cette blessure a été très compliquée. Et ensuite, toujours pareil, je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup, mais durant les années lycée, donc j'ai perdu un très très bon pote mais qui était au pôle surf, lui, voilà, qui a eu un accident de scooter. Mais moi j'avais 15-16 ans, lui il avait 16-17. Enchaîné à ça, j'ai perdu mon cousin qui avait un an de moins que moi, la veille de partir en tournée en Afrique du Sud avec les moins de 19 ans. Et voilà, et ensuite tout le monde... le monde du rugby était au courant de ce qui s'était passé. Donc dans ma génération du Pôle France, il y avait William Mbongue qui était décédé. Et voilà, avec qui j'avais passé les 2 dernières années de ma vie, parce que, enfin, les deux dernières années de sa vie notamment. On a commencé à faire les sélections moins de 18 ensemble. On s'entendait très bien, on était un groupe de 4-5, et c'est vrai que William faisait partie intégrante du groupe et on était très souvent ensemble. Et le perdre aussi brutalement que j'ai pu perdre Alex et Pierre, ça a été j'ai pas mal balisé. Le fait de les perdre du jour au lendemain, c'est... Quand t'es jeune, tu réalises pas que ça peut t'arriver, comment dire, si proche de toi pour deux un accident de scooter et un c'était un truc au cerveau, il me semble. On n'a jamais trop voulu demander à la famille, donc on ne saura pas, mais c'est vrai que ça a été des épreuves plus que compliquées, et qui font prendre beaucoup d'âge en peu de temps, on va dire, et qui te font passer de cette vie un peu d'adolescent, où tu penses que rien peut t'arriver, à la cruauté un peu de la vie, et tu te rends compte qu'en fait ça tient à rien, quoi. Que du jour au lendemain, les mecs avec qui t'aimes être, avec qui tu passes beaucoup de temps, mais ils disparaissent, et sans que t'aies pu leur dire au revoir, ou enfin que t'es impuissant face à la situation, et que voilà, la seule chose que tu puisses faire, c'est le devoir de mémoire, et voilà, de jamais les oublier, et te dire que peut-être si c'était pas passé ça, je serais peut-être pas la personne que je suis aujourd'hui, et qu'au fond j'ai une part d'eux qui vit en moi aussi, et qui fait que je suis, voilà, que je suis ce que je suis, et que tous les rêves qu'ils pouvaient avoir, et qu'on pouvait peut-être avoir en commun aussi, moi je les réalise, mais en pensant à eux qui en avaient plein la tête aussi, et qui voulaient peut-être faire beaucoup de chemin aussi comme ça. Ah, c'est sans doute ce qui te donne ce petit supplément à te faire un peu plus mal à chaque fois, à t'arracher un peu plus la tronche pour peut-être faire cet effort supplémentaire, quoi. Ouais, c'est sûr. Si tu pouvais recroiser le petit Quentin, lui reparler, qu'est-ce que tu lui dirais ? C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas si longtemps que ça, mais il a bien changé, je pense. Non, reste tel que t'es, change rien, quoi. Je pense pas avoir fait beaucoup d'erreurs. Je pense que j'ai jusqu'à présent, je
je me suis jamais trop posé de questions. J'ai vécu les choses qui se sont présentées devant moi intensément et ouais, je lui dirais surtout ne change pas, reste, reste tel que t'es. Et puis, si ça c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Et puis c'est le destin, c'est comme ça. C'est que voilà, j'aurais beau travailler peut-être des années et des années. J'aurais peut-être pas eu la même réussite que ce que j'ai maintenant parce que le destin n'aurait pas voulu. Et c'est vrai que je crois au destin et je pense que voilà, faut savoir vivre les choses intensément quand elles se présentent et si je le recroisais, je lui dirais ça, voilà, vis le moment présent tel qu'il se présente et te pose pas de questions, voilà, c'est ce qui doit se faire se fera et ce qui doit pas se faire, ça se fera pas, quoi. Bien. Sur un prochain numéro, qu'est-ce que tu aimerais que j'invite ? Ah mais j'en ai beaucoup parlé du coup, mais du coup j'en ai deux, parce que j'en ai parlé au tout début. Et mon idole de ma jeunesse, c'est vrai que Imanol Arinordoki, ça reste le mec que j'ai le plus badé. Et c'est voilà, il y a eu Imanol et il y a eu personne d'autre. Donc voilà. Ouais, et en plus je pense que de par sa carrière. C'est un mec aussi de la terre, voilà, qui Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà. Bon, après, il a vécu longtemps à Biarritz, où il vit encore, je pense. Donc, mais je pense qu'il a beaucoup de choses à dire. Et par-dessus tout, ouais, dans l'approche rugbystique, dans comment dire, cet amour du rugby, je pense que M. Pierre Pérez, ça pourrait être vraiment. Il est inconnu de beaucoup de personnes comment dire, qui sont fans de rugby, du top 14, tout ça. Mais ça a été le premier entraîneur de Serge Betsen. Il a formé du Pôle à Bayonne. Il y a qui? Il y a Lionel Boxis. Et il a entraîné Olivier Magne. Enfin, voilà, c'est un mec qui a un vécu rugby incroyable et qui a c'est vrai que quand je m'arrête à Bayonne, que j'arrive à le voir dans le peu de temps qu'il a entre gérer les cours de certains, gérer les entraînements, tout ça, mais tu vois pas le temps passer parce que tu discutes des années que tu as passées, tu discutes du moment présent. Et puis voilà, tu vas y rester 2 heures, mais pendant 2 heures, tu le vois pas passer. Même lui, la dernière fois, ça m'est arrivé. Je suis arrivé à 11h et on s'est regardé, c'était 13h30. Bon, c'est parfait, les invitations sont prises. J'espère que M. Pérez pourra prendre le temps pour qu'on se voit un petit peu. Mais si je lui dis que c'est le petit Lespio, je pense qu'il n'y aura pas de souci. J'espère bien. Et pour Imanol, je tiens à préciser aussi que c'est pas, on l'a pas vu ensemble juste avant, et donc on risque de se retrouver avec pas mal de biarros sur la cravate parce que on a déjà eu Jérôme Thion, on devrait avoir Dimitri Ashvili et donc Imanol. C'est pas moi qui fais du lobbying pour que tu fasses venir des biarros, on est bien d'accord, hein ? On est bien d'accord. Une des dernières questions que je pose, qui est traditionnelle et qui se rapporte au titre du podcast, c'est à quoi est-ce que tu aimerais mettre une cravate ? Si je devais mettre une cravate, je pense quand on parle de transmission, quand on parle du rugby d'aujourd'hui, c'est parce que je l'ai vécu, notamment de très bons souvenirs, deux fois un après-match à Pau, des parents de jeunes joueurs qui viennent te voir et voilà, et qui en fait t'alpaguent et te demandent comment t'as fait pour en arriver là, qu'est-ce que t'as pris, combien tu fais de muscu, qu'est-ce que tu fais comme muscu, c'est quoi tes entraînements. Notre fils il veut devenir pro. Et c'est vrai que c'est mais moi déjà je me serais jamais vu mes parents après un match aller choper un joueur et lui poser ces questions-là parce que je leur en aurais voulu à mort tout simplement de s'initier dans ma vie et puis mine de rien rugbyman, t'es amené à prendre des décisions sur un terrain.
que ça soit offensivement, défensivement. Papa et maman, ils seront pas sur le terrain avec toi quand tu auras le ballon dans les mains ou quand tu seras dans les vestiaires prêt à rentrer sur le terrain. Donc ouais, à tous ces parents qui peut-être inconsciemment se mettent une pression ou mettent une pression sur leurs enfants, je pense pas que ça soit la solution à faire grandir leur enfant dans le bon sens du terme, et à l'aider à se construire comme futur très bon joueur de rugby, parce que tout simplement tu peux pas vivre une vie qu'on n'a pas eue par procuration, mais parce que si un jour ça échoue, papa et maman ils en voudront au fiston, le fiston il en voudra à papa et maman, et tu déchires des familles comme ça, et je pense que chacun doit rester à sa place. Si papa il a joué au rugby, c'est sûr qu'il pourra pas s'empêcher de faire quelques commentaires. Je l'ai connu, hein, voilà, avec mon père, ça nous est arrivé de nous prendre la tête des fois après des matchs parce qu'on n'était pas d'accord sur certaines choses. Mais en aucun cas, un jour il m'a dit fais de la muscu, fais ci, fais ça, si tu veux devenir pro, faut faire ci, faut faire ça. Non, c'est... ouais, si j'avais une cravate à mettre, je pense que du coup je l'ai bien mise. Mais, ouais, il y en a, ils ont pris cher. Ouais, parce que voilà, c'est des choses que j'ai trouvées aberrantes venant de la bouche de personnes adultes. Après, j'ai pas été éduqué comme ça. Mes parents ne se sont jamais initiés dans mes plans d'entraînement et tout ça. Ils m'ont toujours soutenu, ça c'est sûr, mais en restant à leur place, c'est-à-dire à leur place de parents, d'éduquer l'enfant à la maison, et le rugby éduquera la suite, quoi. Bon, mais ça c'est bien dit, je pense. Et si ça pouvait servir à certaines personnes, certains parents, ça n'en serait que bénéfique. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose ? Franchement, non. Tu vois, je pense qu'on a fait un bon tour quand même. C'est vrai que ça fait plaisir de faire une interview sans me parler du match du week-end, du match qui est passé. Voilà, je pense aussi c'est bien de se souvenir d'où on vient, hein, de tout ce qu'on a pu faire pour en arriver là. Et peut-être que les interviews comme ça, ouais, ça fait du bien à tout le monde, ça ferait du bien à tout le monde dans tout sportif, parce que c'est vrai qu'on nous connaît sur le terrain, qu'on nous connaît en interview, mais ça reflète pas il n'y a que les personnes très proches de nous qui peuvent vraiment donner les traits de notre personnalité. Donc non, juste les questions, on a fait le tour. Je pense que tu as très bien fait ton boulot. Merci. Et oui, quand j'ai des interviews à chaud, on m'a souvent reproché que j'utilisais pas les bons termes, que j'utilisais souvent des mots qui n'étaient pas appropriés et qui n'étaient pas assez pesés. Mais mine de rien, je suis comme ça. Quand je parle... j'ai pas envie de chercher mes mots et de trop me censurer, parce que ça serait pas moi et ça serait pas le reflet de ma personne. Mais du coup, avec toutes les questions que tu as posées, les gens ils comprendront un peu mieux pourquoi. Non, et ce que tu viens de dire à propos des interviews à chaud, ça d'ailleurs je comprendrai jamais comment il peut y avoir des polémiques après une interview à chaud. T'as des mecs qui... tout sport confondu d'ailleurs, qui sont à 200 pulsations en minute, qui ont une montée d'adrénaline pas possible. En plus, souvent, quand il y a des mots un peu forts qui sont employés, c'est après une défaite. Et tu peux pas demander à un gars ou une fille qui a vécu un sale moment et qui est encore en pleine dans le truc, d'être polissé, d'être lisse, quoi. Donc, c'est très difficile. Ouais, je comprends bien. En tout cas, Quentin, je te remercie. J'ai pour ma part passé un super moment. J'espère que toi aussi. Je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite et je te dis à très bientôt. À la prochaine. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire connaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate.
Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Pour me contacter, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pouvez aussi facilement trouver Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou que vous représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur rugbymercato.net, le site de recrutement rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de La Cravate.